Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre programme spécial Table ronde de la jeunesse. Je suis Coco, journaliste de CGTN français. Bonsoir Coco, un réel plaisir de partager ce plateau avec toi. Je suis Céleste Capel pour Afrique Média, la télévision panafricaine. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Après une magnifique tournée dans le Hunan, rien de plus beau que de faire un arrêt sur les temps forts. Oui, Céleste, ravie de coopérer avec vous. Ouais. Vous avez déjà constaté que nous ne sommes pas dans un studio, mais plutôt dans un village très joli derrière nous. On peut voir par la fenêtre. C'est le village Fenghuang. Alors, nous sommes ici pour un voyage significatif intitulé Hunan Tour, la Chine de plus près. Et comme vous le savez tous, le forum sur la coopération Chine-Afrique s'est tenu avec succès à Beijing. Et en fait, ce voyage se déroule en conjointement avec le forum, le FOCAC. Et nous avons invité des acteurs de médias de 11 pays à y participer. Nous avons 5 invités, 6 jours passés ensemble pour partager justement des moments incroyables, découvrir la Chine dans toute sa beauté et sa diversité, mais surtout apprendre des mécanismes mis en place afin de favoriser le développement des femmes, le développement des villages en Chine, sortis de la pauvreté. Oui, tout à fait. Alors, chers invités, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? On commence par Madame Espérance. Merci beaucoup. Je m'appelle ambassadeur Espérance Ndaïzeye. Je suis la présidente du Conseil national de la communication de la République du Burundi. Et monsieur, s'il vous plaît? Moi, c'est Dylan Dodi, plus connu sous le nom de Dimas Dikodo. Je suis journaliste et directeur de publication du journal Forum de la semaine, quotidien togolais. Et le monsieur à côté de vous? Moi, c'est M. Vivien Poko Rodrigue, directeur de services techniques de la télévision nationale centrafricaine, la RCA. Merci, monsieur Poko. Et vous, monsieur? Et moi, je m'appelle Ndaïze Faustin. Je suis directeur général de la Radio-Télévision nationale du Burundi. Et Karim. Bonsoir à tous, je suis Karim Badolo. Je suis journaliste de CGTN français. Merci à vous tous et bienvenue dans notre programme. Et on va commencer donc la première question avec Madame Espérance Ndaïzeye. Alors, Madame Espérance, nous avons passé 6 jours ensemble, riches en couleurs et en émotions. Premier arrêt, Changsha, bien sûr dans le Hunan. Nous avons eu l'occasion de participer à la foire économique sur la coopération Chine-Afrique. Quel impact selon vous pour le développement de notre continent africain? Tout d'abord, je voudrais saluer l'organisation du tour de la province de Hunan. Ça nous a permis d'avoir plusieurs expériences qui pourraient inspirer chaque pays de son côté de retour dans son pays natal. Et parlant de la foire économique, je voudrais dire que c'est une grande opportunité pour les pays africains de pouvoir exposer leurs produits, de pouvoir entrer sur le marché chinois. Quand on a ses propres produits et qu'on ne peut pas les écouler, c'est vraiment un échec. Donc j'encourage les pays africains à pouvoir exploiter cette opportunité offerte par la Chine, de pouvoir vendre leurs produits en Chine et du coup encaisser beaucoup de devises qui proviennent de leurs produits. Nous avons aussi visité la foire ou l'exposition commerciale et économique entre la Chine et l'Afrique. Et dans l'exposition, il y a beaucoup de produits qui viennent de différents pays. Vous avez trouvé les produits de votre pays? Tout d'abord, j'ai été vraiment très impressionnée de voir les stands des Africains, des pays africains qui ont exposé leurs produits. Ça m'a beaucoup enchantée. Et j'ai été particulièrement touchée par notre café qui est exposé dans les produits qui sont dans la foire. Ça montre que notre café a déjà dépassé les frontières du Burundi et que maintenant notre café se trouve en Chine et il sera bientôt consommé par les Chinois et d'autres nations qui visitent la Chine parce qu'elles sont très nombreuses. En tout cas, ce sera une grande opportunité d'entrée de devises dans notre pays, le Burundi. Et ensuite,
Dans Changsha, on a visité une usine qui fait le concept et aussi la production des voitures, des engins et des moteurs de haute technologie et de haute qualité. Et dans cette usine, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Ce qui m'a marqué le plus, c'est la production, la capacité de production de ces grandes machines qui répondent à tous les domaines pratiquement des grands travaux. On a vu qu'ils sont dans le domaine de la manutention. Nous les voyons aussi dans les matériels des grands travaux et aussi dans la construction des routes et beaucoup de matériel qui répond quand même à ce qu'on appelle grands travaux. Et donc, c'est formidable, leur capacité de production. Et nous avons pu visiter cela et c'est vraiment impressionnant. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Dozy. Alors, Monsieur Faustin Ndaïzé, la culture même du riz est pratiquée dans votre pays. Vous avez visité le centre du riz hybride du Hunan. Alors, est-ce que justement le mécanisme est le même dans votre pays? Quelle productivité donc? Avant de répondre à votre question, je dois d'abord saluer les performances déjà enregistrées par la Chine en matière de développement du secteur agricole. Un pays qui parvient à nourrir à suffisance une population de plus d'1,4 milliard, vous comprenez que c'est impressionnant. Donc la Chine parvient même à avoir un surplus, à exporter à l'extérieur du pays ou à appuyer d'autres pays qui sont encore en arrière dans le développement du secteur agricole. Donc, ils ne parviennent pas à produire des produits agricoles pour pouvoir nourrir sa population à suffisance. Alors, revenant sur votre question, la culture du riz existe dans notre pays il y a des années. C'est une culture qui est pratiquée dans les plaines, dans les marais et dans les bas-fonds des montagnes. Avec les variétés du riz habituelles, donc traditionnelles, on parvient à produire entre 3 et 4 tonnes par hectare. Mais avec l'introduction du riz hybride, donc qui est devenu une réalité dans notre pays, grâce à l'expertise chinoise, les agriculteurs parviennent à produire entre 8 et 10 tonnes par hectare. Donc vous comprenez qu'on est passé du simple au triple de la production. Donc aujourd'hui, grâce justement aux experts chinois, on est à l'étape de la multiplication et de la production des semences du riz hybride afin de vulgariser ces semences à travers tout le pays. Ainsi, il y aura une augmentation sensible de la production du riz, ce qui contribuera sensiblement et visiblement à la mise en œuvre de notre vision. Le pays a une vision, mais pour le moment, d'un pays émergent en 2040 et d'un pays développé en 2060. Alors pour y arriver, le secteur agricole, le développement du secteur agricole est primordial. Plus de 80% de la population burundaise vit de l'agriculture. Mais de quel type d'agriculture? Une agriculture de subsistance. Alors on voudrait passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture moderne, mécanisée. Karim, j'ai une question pour vous aussi. On a visité beaucoup de villes et de villages et presque à chaque ville, on a essayé une genre de culture patrimoine immatériel là-bas, local, et comme comment piler le thé et comment faire les parapluies en papier hulé. Et lequel vous a touché le plus? Merci Coco. Je pense que nous avons vécu une très belle aventure ensemble. On a pu voir la Chine profonde. On a pu voir les résultats de ce qu'on appelle la revitalisation rurale. Et la culture est très mise en avant dans ce processus de revitalisation rurale. Et je prends l'exemple du village de Singsi pour parler de ce qui m'a touché. Je pense que c'est l'expérience des parapluies en papier à huile. Et selon les explications, cette tradition du parapluie se transmet depuis 12 générations. Et nous avons rencontré le représentant de la 12e génération. Cela est très symbolique de l'importance de la culture dans le développement d'un pays. Ça veut dire que le passé est très important pour construire le présent. Et chez nous en Afrique, il y a un proverbe qui dit que la nouvelle corde se tisse au bout de l'ancienne. Ça veut dire qu'on perpétue des traditions qui existent depuis des millénaires pour
s'adapter aux réalités nouvelles. Et l'exemple de Singsi est très parlant pour nous. Donc on a besoin de nous recentrer sur nous-mêmes, de puiser dans nos réalités endogènes pour valoriser notre quotidien. Je pense que le village de Singsi est un exemple très illustratif, que le développement, il prend racine dans nos réalités. Il n'est pas importé. Ils ont créé un festival autour du livre. Ils ont construit 21 librairies dans leur village. Et du coup, leur village a été mis sur orbite. Et des touristes viennent de toute la Chine pour visiter ce village. Donc, ça a boosté le tourisme dans le village. Et encore, ça fait reculer les frontières de l'ignorance parce que les gens lisent, les gens créent des événements autour du livre, ils apprennent à connaître, ils découvrent d'autres cultures, ils apprennent sur eux-mêmes et ils sont dans une dimension d'ouverture au reste du monde. Et je pense que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'importance de la culture. Il faut partir de sa culture pour véritablement être maître de soi dans ce monde qui est très multipolaire. Donc il faut s'appuyer sur ses propres réalités si on veut véritablement se développer. Tout à fait. Et si je me souviens correct, vous m'avez dit que vous voulez rester là-bas depuis toujours. Oui. C'est la village Singsi. Oui, je disais que si j'étais un natif de ce village, je ne voyais pas ce que je pourrais aller chercher ailleurs parce qu'on a tout ici. Voilà, parce que le livre, c'est déjà une ouverture, une fenêtre sur le monde. Voilà. Celui qui lit, il est déjà en conversation avec le reste du monde. Exactement. Et c'est très bien dit, il faut le dire. Oui. Alors, Monsieur Mpoko, l'accompagnement des femmes en Chine est une priorité, et surtout dans les villages à l'instar de Xinbantong, alors de Champontang, pour ne citer que ceci. Alors, selon vous, toute une usine quand même pour aider ces femmes-là rurales à exercer leur métier, à pouvoir subvenir convenablement à leurs besoins. Quel est votre regard? Et le second volet de la question, c'est justement de savoir les idées que vous aviez avant de vous retrouver ici en République populaire de Chine, et précisément dans ces villages-là. Est-ce que vous avez le même souvenir? Est-ce que l'idée est la même lorsque vous avez parcouru ces différents villages-là? Je vous remercie, Madame la journaliste. Il y a un regard clair et ouvert sur la parité entre l'homme et la femme chinoise. Je vois dans ces villages, il y a la parité de 50-50, comme on dit, entre l'homme et la femme. La parité entre 50-50. Je vois que l'Afrique ne peut pas se développer en mettant en arrière cette parité entre l'homme et la femme. Ce qu'on voit au milieu peuple chinois. L'Afrique peut que se développer en mettant également en place l'évolution entre l'homme et la femme. C'est en équilibrant les travails l'homme et également les travails faits par les femmes. Ce que je vois au peuple chinois, c'est une question de parité. Ça veut dire que c'est du 50-50. Tout ce que fait l'homme, également fait également les femmes. Donc l'Afrique doit également emboîter le pas avec ce modèle chinois pour que l'Afrique puisse se développer. Également, ce que j'ai découvert dans ce village de Chamdang, je vois les femmes faisant le travail que fait en Afrique par les hommes à travers l'électronique. Je vois que l'électronique en Afrique, c'est un travail réservé carrément aux hommes. Mais dans ce village, j'ai découvert que l'électronique également est faite également pour les femmes. Donc je loue également cette initiative chinoise pour que l'Afrique puisse se développer. Il faudrait que l'Afrique puisse se développer ensemble, en parité 50-50 avec l'homme et la femme. Oui, merci beaucoup, monsieur. Et j'ai une question pour vous tous. Premièrement, Madame Espérance, est-ce qu'il y a une histoire particulière à partager avec vos frères et sœurs africains après tous ces voyages? Après tous ces voyages,
on doit garder quelque chose en tête. Il y a beaucoup d'histoires que je vais raconter à mes frères, à mes sœurs, à mes collègues. Choisis une histoire plus particulière. Une histoire la plus particulière, c'est que j'ai été excitée, j'ai été vraiment très touchée par comment la Chine s'est développée, comment la Chine a lutté contre la pauvreté, a éradiqué la pauvreté dans les villages par l'œuvre d'un écrivain et a su développer la localité. Maintenant, c'est une autre localité, c'est une autre, avec une autre vue. Donc, je vais raconter que chaque pays où, quand on est dans la pauvreté, on ne sait pas, on ne se rend pas compte qu'il y a ceux qui ont passé par cette même situation mais qui ont évolué. On dirait qu'on est dans une boîte ou on est dans une situation où on ne pourra jamais sortir. Donc moi je leur dirais qu'il ne faut pas perdre l'espoir. La Chine est passée par là, par des situations de pauvreté, mais actuellement avec le développement de l'agriculture, avec le développement du tourisme, elle a su éradiquer la pauvreté. C'est l'histoire que je vais raconter, une histoire qui sert aussi d'inspiration et une expérience qui enrichit et qui inspire. Oui, c'est une belle expérience. Exactement. Oui, un très bel exemple. Merci beaucoup. Et Monsieur Dozy, est-ce que vous avez des histoires à partager avec vos frères africains, des histoires très touchées ou des choses qui vous a remarqué le plus? Bon, s'il faut parler de ce qui nous a touchés, c'est du début jusqu'à la fin. Ça devait être énorme. L'organisation sociétale et économique, l'organisation sociale, si je peux dire ainsi simplement, de la communauté chinoise dans son ensemble, et particulièrement au niveau de la base, vraiment impressionnant. Parce que quand on parle de développement, et parler de développement à la base, je pense que c'est ici que nous avions touché ça. C'est quelque chose de formidable. J'ai deux cas à présenter. Mon confrère Karim a parlé largement du village littéraire. Mais moi, j'aimerais mettre l'accent sur l'aspect littéraire là, et non pas obligatoirement l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un écrivain qui un jour a constaté que sa communauté est dans la pauvreté et a commencé par écrire et a essayé de trouver des approches de solutions dans ses écrits pouvant aider toute la communauté à lutter contre la pauvreté, à sortir, à se mettre une distance entre cette communauté et la pauvreté. C'est vraiment formidable jusqu'à ce que toute la communauté s'est réveillée en s'accrochant à la lecture, comme il a dit, en découvrant d'autres horizons, en se transformant carrément jusqu'à ce que tout le village est devenu maintenant un village littéraire. Et les écrivains du monde entier, en Occident et un peu partout en Orient, viennent là-bas se recueillir, trouver de l'inspiration pour pouvoir écrire. Et cela a développé fondamentalement cette communauté. Alors, partir de rien, partir de simple écriture pour relever toute une communauté, c'est quelque chose de formidable et épatant. C'est incroyable. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est l'organisation du village de Chandé. Ça m'a tellement marqué que moi aussi je disais que s'il faut rester dans un milieu ici, c'est là-bas où je vais rester. Parce que nous avions vu que des populations qui sont là, des gens dans une communauté qui se réunissent parce qu'ils voient que la pauvreté frappe continuellement à leur porte. Alors il faut trouver une solution. Et entre eux, ils se sont organisés à développer des champs, à développer d'autres activités de façon très organisée. Et cela rapporte à toute la communauté, chacun individuellement, au point où,
actuellement, tous les foyers ont des solutions à ces besoins primaires, basiques, fondamentaux. Et au-delà de ça, on a vu que cette communauté, la façon dont elle est organisée, permet d'allouer des allocations à des foyers pour pouvoir aider les enfants à continuer leurs études. Et quand les enfants passent le premier cap pour aller vers l'université, cette communauté est capable d'accorder des bourses à ces étudiants-là jusqu'à la fin de leurs études. Et ce n'est pas fini, tenez-vous bien. Quand ils finissent leurs études, il y a des mesures incitatives pour leur permettre de revenir investir dans cette communauté. Je vous assure que c'est tellement formidable. Au point où ils préservent leur cerveau, ils préservent leur capacité de faire, mais en même temps, ils ont développé cette communauté-là. Je pense qu'on doit s'imprégner. Quand on a cette volonté, c'est facile que l'État, le pouvoir central les accompagne. Et ils nous ont dit, effectivement, ça ne nous a pas étonné, que le président-ci les a visités pour les encourager et apprécier les efforts qu'ils ont faits et essayer de les accompagner dans leurs efforts. Je pense que c'est des exemples qui m'ont marqué parmi tant d'autres. C'est vraiment formidable. Oui, c'est vraiment touchant. Merci beaucoup, monsieur. Et monsieur Poko, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'emboîte également le pas à mon confrère que l'Afrique doit se développer, le développement de l'Afrique dans l'émancipation des femmes. Ça veut dire qu'on devait créer les instituts féminines pour la formation du côté féminin et faciliter également la scolarité au milieu féminin en Afrique. Et promouvoir également, puisque l'Afrique, les femmes en Afrique sont tellement basées que sur les travails domestiques, et c'est au gouvernement africain de créer des instituts féminines pour la formation au milieu féminin et faciliter également l'embauche au milieu féminin au niveau de l'Afrique. Oui, merci. Et monsieur Faustin, je pense que vous avez aussi quelque chose à partager. Il m'est difficile de trouver par où commencer. Mais d'une façon générale, la Chine est un modèle presque dans tous les secteurs. D'abord, je salue le patriotisme qui caractérise le peuple chinois. Je crois même que c'est le patriotisme qui est à l'origine du développement spectaculaire du pays. Le peuple chinois met en avant l'intérêt général, l'intérêt du pays, pas l'intérêt personnel. C'est un peuple laborieux qui aime le travail. Si le patriotisme n'est pas ancré dans les cœurs des citoyens, le développement du pays est pratiquement impossible. Avec l'égoïsme, avec l'individualisme, un pays ne peut pas se développer comme il faut. Donc ça, c'est un exemple d'un modèle que les pays africains et même d'autres pays pourront imiter pour pouvoir sortir de la pauvreté. Une autre histoire, c'est l'organisation. On est impressionné par l'organisation de la Chine en général, à voir même les activités auxquelles on participe. On voit que vraiment l'organisation, c'est total, on respecte le timing, tout est en ordre. Ça aussi, c'est un modèle à imiter. Un autre modèle, c'est la façon, les autres l'ont déjà signalé, la façon dont le pays est sorti de la pauvreté à travers le développement des villages. Cela m'a fort impressionné. Et à travers cette visite, et c'est ce qui m'a marqué de plus, les 3 villages qu'on a visités m'ont beaucoup marqué. Donc, ce sont des aspects qui nous inspirent parce que dans nos pays respectifs, on met en avant aussi le secteur agricole et le tourisme pour pouvoir booster la production, pour pouvoir booster le développement dans nos pays respectifs. Donc, il me serait difficile de relater toutes les histoires qui m'impressionnent, mais d'une façon générale,
vraiment on est touché par le degré de développement de la Chine. Donc rien ne nous étonnera à voir l'allure du développement de la Chine. Karim, peut-être partage le même avis ou bien? Oui, oui, je suis du même avis que mon voisin. Durant ce voyage, moi, ce qui m'a marqué, c'est que le développement est partagé en Chine. Et que ce soit en campagne et en ville, c'est pratiquement le même niveau de développement. Ce dont un villageois a besoin, il n'a pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour l'obtenir. On l'a constaté de plus près. Et je me rappelle, lorsque nous avons interviewé le responsable du village de Qingxi, il a dit quelque chose qui est très important. Il a parlé de la solidarité, que les habitants de leur village sont très solidaires. La Chine est à ce niveau de développement, c'est qu'il y a eu une vision partagée du développement. Les gens se sont alignés derrière cette vision pour sortir la Chine de son état arriéré d'il y a quelques décennies en arrière. Donc c'est une leçon que la Chine nous donne à nous tous. Voilà. Et moi, quand j'arrive, je me demande, mais comment on est arrivé à faire ça, à réaliser ça dans la Chine profonde, souvent dans des endroits inaccessibles. Quelqu'un a dit que la volonté peut changer le monde. Si nous avons la volonté de transformer notre vie, nous en sommes capables. Si nous pouvons mobiliser nos intelligences, on peut être capable de donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est la leçon que la Chine nous donne. Et ce voyage nous montre que le développement, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà, il faut se mobiliser, il faut être ensemble, il faut marcher dans la même direction. Quand on dit que celui qui va seul, qui est seul, ne va pas loin. Mais quand vous êtes ensemble, vous allez loin. Et je pense que c'est un peu le secret du développement de la Chine actuelle. Merci beaucoup, Karim. Alors, on revient sur le sujet de FOCAC. Exactement. Nous allons nous intéresser à présent au sommet du FOCAC 2024. Le sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique s'est ouvert le 4 septembre dernier, il faut le dire, avec la présence remarquable de dirigeants africains, mais également de représentants d'organisations internationales. 9e du genre, cette rencontre dont a pour fil conducteur s'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. Il faut le souligner, Coco, le président chinois Xi Jinping a donc élevé au statut de partenariat stratégique ces échanges, sa collaboration, sa coopération avec certains États africains. Je commence par Madame Espérance Ndaïzeye. Quels enjeux géoéconomiques même pour l'Afrique dans le futur? D'abord, je voudrais apprécier positivement l'organisation de ces forums qui donnent une occasion en or aux dirigeants africains, aux participants africains de venir en Chine et d'échanger sur des sujets vitaux et d'apprendre des expériences des uns et des autres pour le développement. Et je salue aussi cette initiative de la Chine de pouvoir s'approcher beaucoup plus de l'Afrique pour pouvoir, je dirais, construire un partenariat solide. Et j'apprécie également et particulièrement que cette coopération entre la Chine et les pays africains est une coopération qui est toujours caractérisée par le respect et la compréhension mutuelle, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre des partenariats et de la coopération. C'est très important pour l'Afrique qu'il s'engage dans une relation, dans une coopération gagnant-gagnant, dans une coopération où la souveraineté de chaque État est respectée, où la non-ingérence même dans les affaires internes. Bien sûr, c'est ça que je voudrais insinuer, où il y a une non-ingérence dans les affaires politiques d'un État, mais où la Chine appelle les États à s'engager sur le chemin de développement dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc, je dirais qu'avec cette édition du FOCAC, les pays africains vont encore plus s'ouvrir à la Chine
et pour construire des partenariats solides, pour pouvoir exploiter des partenariats dans beaucoup de domaines, dans des domaines variés, et développer aussi le commerce. Et le e-commerce, c'est un aspect du développement qui m'a beaucoup intéressé, parce que en Afrique, nous sommes habitués au commerce traditionnel, mais le e-commerce, c'est vraiment un terme nouveau, c'est une terminologie nouvelle que les pays africains devraient exploiter à bon escient pour qu'ils puissent se développer aussi facilement. Tout à l'heure, le directeur général de la RTNB parlait de la vision du Burundi, pays émergent, pays développé. Donc c'est une vision qui ne peut se concrétiser que par beaucoup de moyens. Et le développement du commerce par le e-commerce, le commerce numérique, ça fait aussi partie des pistes qui pourraient développer le pays en 2040 et 2060. Donc nous sommes vraiment, c'est une grande opportunité pour les pays africains et aussi une opportunité pour le Burundi de pouvoir exploiter ce partenariat et y tirer profit. Voilà, merci beaucoup. Et Monsieur Dozy, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux vous dire que le FOCAC de cette année est exceptionnel. Et ce n'est pas pour rien que le président Xi Jinping a parlé de coopération stratégique. Effectivement, si vous suivez son discours, du début jusqu'à la fin, ce n'est que de la stratégie. Et parce que à chaque fois qu'on va dans ces grandes rencontres, c'est des discours politiques qui sont tenus, c'est des visions générales qui sont projetées, sans aucun plan d'action, sans de concret. Et on quitte la politique, on se réunit pour faire le développement, mais on fait encore la politique et on revient. Il n'y a pas une idée claire pour atteindre le développement voulu. Mais cette année, du moins cette fois-ci, le pays de Sotou, vous-même vous le connaissez, celui qui a écrit l'art de la guerre, et cet art qui est enseigné, en tout cas ce livre qui est enseigné dans toutes les écoles de guerre du monde entier, a mis sur pied une stratégie claire de développement. Alors, je ne peux pas citer, parce que si vous voyez ce discours, on ne peut pas décortiquer, en tout cas on ne peut pas citer des parties de ce discours seulement. Ce serait d'évaluer tout le discours, parce que du début jusqu'à la fin, c'est un discours solide, un discours costaud, un discours qui tend vers le concret. Parce qu'il y a eu une déclaration basée sur la modernisation de 6 grands secteurs qu'il a essayé d'énumérer. Et après, il y a un plan d'action qui a été mis, qui a pris en compte les points, point par point, avec des chiffres énormes pour pouvoir accompagner notre continent. Je vois réellement que cette fois-ci, c'est du concret, c'est de la stratégie pour atteindre le développement. Et je vous assure que c'est tellement magnifique. Chez nous, on dit, si vous volez, vous avez fait quelque chose de mal. Mais si vous apprenez auprès de celui qui a réussi, vous êtes intelligent. Et donc, si l'Afrique veut apprendre comment se développer auprès de la Chine, et la Chine est décidée de l'accompagner, on peut nous traiter de tous les noms, sauf inintelligent. Je pense que c'est une intelligence d'apprendre à sortir de la pauvreté. C'est de l'intelligence d'apprendre à sortir de l'ornière de la précarité. Et je pense que le président Xi Jinping, qui s'érige non pas à un ami, non pas à un partenaire, mais de par ses actions, est devenu un frère à part entière de l'Afrique. Si il a développé, en tout cas il a déployé des stratégies et des plans d'action pour pouvoir accompagner l'Afrique à sortir de la pauvreté, je vous assure que c'est du costaud, c'est du fort, c'est du lourd, ce FOCAC.
Et ça va faire bouger les lignes ailleurs, mais je sais que ce qui est mis sur pied comme base est solide et ça ira jusqu'au bout. Exact. Et il fait bien de le souligner. Il parle donc de la modernisation qui est un aspect, alors un principe fondamental selon le président chinois Xi Jinping. Il a souligné donc que la modernisation est un droit inaliénable de tous les pays du monde. Voilà. Et il est revenu justement sur la justice et l'équité, la primauté au peuple et l'ouverture gagnant-gagnant. Voilà, tout à fait. Alors, Monsieur Boko, qu'est-ce que vous en pensez sur les 10 plans d'action et quelle action qui vous remarquez le plus? Oui, sur le FOCAC de cette année, c'est un pont marquant l'attachement entre l'Afrique et la Chine. Le point marquant dans ce point, c'est la 8e point, la 8e action basée sur la coopération et la création et la formation au milieu féminin. C'est ça qui nous avait également marqué beaucoup plus sur ce FOCAC. Et le président Xi Jinping a marqué qu'il va créer 60 000 industries pour la formation en faveur notamment des femmes et l'émancipation des femmes. Et donc, également, ce FOCAC, comme je disais tout à l'heure, que c'est un pont marquant l'attachement entre la Chine et l'Afrique. Et l'Afrique doit vraiment attacher à ce pont-là pour que l'Afrique émerge pour l'émancipation également de la femme. L'Afrique doit s'attacher à cet avancement, marquant également l'avancement de l'Afrique et l'avancement également de la femme. C'est ce que j'ai pensé en ça. Ok, merci beaucoup. Et Monsieur Faustin, j'ai remarqué que dans les 10 plans d'action de partenariat, il y a une action de développement vert. Et je mets l'accent, je fais très attention à l'environnement et surtout au développement durable. Et que pensez-vous dans ce domaine? Est-ce que votre pays et la Chine avoir beaucoup d'espace pour coopérer dans ce domaine? Comme mes prédécesseurs l'ont déjà signalé, moi aussi je salue l'organisation du FOCAC. Une très bonne occasion pour les pays africains pour pouvoir y tirer des leçons, y tirer de la matière pour pouvoir décoller l'économie de nos pays. À travers la déclaration du président Xi Jinping, il a promis d'appuyer les pays africains à hauteur d'un montant de 50 millions de dollars pour les 3 années. Donc que les pays africains en profitent pour relever l'économie de nos pays respectifs. Alors, concernant votre question, la Chine coopère dans plusieurs secteurs, dans tous les secteurs d'ailleurs avec notre pays, que ce soit dans le domaine de la protection de l'environnement, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur du TIC. La Chine intervient dans tous les secteurs. Alors, ce que je dis, c'est que le développement des pays africains n'est pas normalement difficile. Il suffit de la détermination, il suffit de la volonté du peuple africain. L'Afrique regorge plusieurs types de matières premières. L'Afrique regorge des ressources pétrolières. L'Afrique a des ressources humaines qui sont capables de relever le développement de leur pays. Donc nous avons toutes les potentialités, nous avons tous les atouts pour pouvoir relever nos économies respectives. Donc il suffit d'avoir cette volonté, il suffit de développer cette culture, cet esprit patriotique et le développement de nos pays respectifs va suivre. Quel autre domaine que vous pensez que votre pays et la Chine peuvent coopérer dans la future? La Chine coopère dans plusieurs secteurs dans notre pays, avec notre pays plutôt. Le secteur du développement
de l'infrastructure en général. Même pour le moment, la Chine intervient dans la construction des routes, dans la réhabilitation des routes. C'est même la Chine ce sont des experts chinois qui ont construit un palais présidentiel qui est classé parmi les meilleurs, les plus modernes en Afrique. Pour le moment, on a signé un contrat avec le Burundi pour la réhabilitation du port, plutôt de l'aéroport international de Melchior Ndadaye, donc l'aéroport international du Burundi. Dans plusieurs secteurs, la Chine est là pour appuyer, pour coopérer avec notre pays. Merci beaucoup, monsieur. Alors, monsieur Karim, je pense qu'on va justement clôturer avec lui. Oui. Quel est le réel apport, même selon vous, de cette coopération Chine-Afrique dans le futur, hein, il faut le souligner, déjà l'existant et le futur, dans l'épanouissement du peuple africain de façon générale? Je pense que dans son discours, le président Xi a dit que les relations sino-africaines sont sur une base solide. Donc, il reste maintenant de se projeter dans l'avenir ensemble. Et il a dit également dans son discours que l'Afrique et la Chine représentent 2,8 milliards d'habitants de la planète. Donc, et que la modernisation du monde ne peut pas se faire sans ces deux grandes parties du monde. Et dans la dernière partie de son discours, il a dit il a utilisé un proverbe africain qui disait qu'un vrai ami, c'est quelqu'un avec qui vous partagez le chemin. C'est clair que la Chine est engagée aux côtés de l'Afrique pour relever les défis du développement. Et dans ce discours également, il a fait de grandes annonces. Et comme tout à l'heure, mon confrère du Togo l'a dit, il a annoncé 10 actions de partenariat. Et toutes ces 10 actions sont détaillées. Maintenant, il appartient à l'Afrique de voir qu'est-ce que nous pouvons prendre dans ça. Comment nous pouvons mettre en œuvre ces actions chez nous. C'est ça la balle est dans le camp des Africains. Comment on peut se mobiliser, comment nous pouvons uniformiser notre action, notre rapport avec la Chine pour mieux profiter de ce que la Chine offre en matière de son expertise, en matière de développement dans tous les secteurs. Donc je pense que le chemin a été ouvert et il appartient maintenant aux Africains de savoir aussi coordonner leurs actions parce que c'est très important. Voilà. Et l'autre aspect sur lequel j'aimerais revenir, il a parlé de la stabilité. Il a dit aucun développement n'est possible sans la paix et la stabilité. Donc, il faut véritablement travailler à la cohésion en Afrique, travailler à mettre fin au conflit, travailler à plus de solidarité entre nous. On ne peut pas continuer à faire la bagarre et vouloir que les autres viennent nous aider. Tant que nous ne parlerons pas d'une même voix, l'Afrique va toujours traîner les pas, quelle que soit la bonne volonté de ceux qui voudront nous aider. Donc, il nous appartient véritablement d'être unis. Voilà, c'est ce que les pères fondateurs de l'Union africaine, c'est ce qu'ils ont chanté depuis longtemps, que l'Afrique doit s'unir. Voilà, Kwame Nkrumah, c'était sa phrase, l'Afrique doit s'unir. Et c'est dans l'unité, c'est dans l'union que véritablement nous saurons être forts pour mieux défendre nos intérêts. Et il ne viendra, la Chine a beau injecter des centaines de milliards en Afrique, tant que nous-mêmes, on n'est pas prêts à nous mettre ensemble pour profiter de cela, ce sera du surplace. Donc, véritablement, les Africains doivent s'unir. Nous devons coordonner nos actions pour que le soutien dont nous bénéficions de la Chine puisse véritablement porter ses fruits sur le continent. Unité, voilà. Oui, unité, patriotisme. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Je salue la pertinence de son deuxième développement. Effectivement, rien ne peut se faire dans la désunion, dans le désordre. Mais en même temps, la première partie, en tant
qu'un simple observateur, hein, comme journaliste, comme lui. J'ai constaté quelque chose en Afrique avant d'arriver, que ces annonces du président Xi Jinping est basée, en tout cas ces annonces sont basées sur du concret. Ce n'est pas qu'il a annoncé des chiffres et c'est maintenant qu'on va chercher des domaines pour pouvoir les appliquer. Avant l'organisation de ce sommet, du moins au cours de cette organisation, de ce sommet, chaque ambassadeur, en tout cas, vous avez vu qu'il a dit clairement que pour tous les pays avec lesquels la Chine développe des relations diplomatiques, la relation est érigée désormais en relation stratégique. Et vous avez vu que, stratégique. Partenariat stratégique, voilà. Et vous avez vu que avant que le sommet ne se tienne, les derniers moments de préparation, les ambassadeurs de la Chine auprès de tous ces pays ont été reçus par les chefs d'État de ces pays. Et c'est pour discuter de la quintessence des besoins, de tout ce qui peut être mis dans le plan d'action et la modernisation qui constitue la déclaration que le président Xi Jinping va faire. Et vous avez vu aussi que avant que le sommet ne se tienne concrètement, il a reçu un certain nombre de chefs d'État. Ceux qui étaient arrivés les jours d'avance. Le mien, par exemple, le président de la République togolaise était arrivé depuis le premier. Il a été reçu par le chef de l'État, par le président Xi Jinping. Et avant d'arriver, il y a de cela quelques semaines, l'ambassadeur Chao Wedong a été reçu aussi par lui. Et donc, c'est quand même, cette déclaration se base sur des besoins concrets. Et je pense que ça ne va pas naviguer dans l'air, on tendra vers le concret. Voilà. Oui, on va le réagir tout de suite. Voilà, merci beaucoup monsieur. Et je suis très contente de s'asseoir ici pour discuter tout ça avec vous. Mais voilà, c'est la fin de notre programme. C'est la fin justement de ce programme. On C'est n'oublie ça. pas de remercier toute l'équipe derrière Voilà. cette équipe incroyable qui fait un magnifique boulot et qui nous permet justement d'avoir un très bon retour, une très belle qualité d'image et un très bon son. Merci Coco, merci à tous les invités. Merci à vous tous, merci Céleste. Merci. Alors, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.